Et comme chaque dimanche matin, nous retrouvons toujours avec plaisir l'écrivain russo-ukrainien le plus édité en France, Vladimir Fedorovski. Bonjour. Bonjour, quel plaisir d'être avec vous. Pareillement, on revient donc avec vous sur l'histoire de l'URSS et de la Russie. Vous avez été diplomate et promoteur de la perestroïka. Vous avez aussi sorti un best-seller, Poutine, Ukraine, les faces cachées. Et votre prochain livre s'annonce explosif sur un espion, Sorge, un espion pour l'éternité. Ça, c'est le titre de l'ouvrage qui paraît aux éditions Ballant. Cet épisode de l'histoire de l'URSS et de la Russie, nous revenons sur la perestroïka, littéralement la reconstruction. C'est le nom donné aux réformes économiques et sociales menées par le président de l'URSS, Mikhail Gorbatchev, en Union soviétique d'avril 1985 à décembre 1991. Tout d'abord, comment elle émerge, cette fameuse perestroïka ? Ça, c'est une sorte d'énigme que je vais vous raconter, mais je tiens à vous dire. Tout d'abord, que mon livre Sorge, espion pour l'éternité, est déjà sorti le 20 avril. D'accord. Deuxième chose, je tiens à vous dire que Gorbatchev et notre époque, aujourd'hui, c'est l'époque le plus haïe de l'histoire de la Russie, toutes les époques confondues. Gorbatchev avec Eltsine, c'est les personnages les plus haïs de l'histoire de la Russie, de toutes les époques confondues. C'est une chose étonnante, je dois vous dire, celui qui a porté au pinacle, c'est une sorte de diable incarné, c'est Staline, mais c'est comme ça. On me demande pourquoi on a passé de ça. Cette différence entre l'intérieur de la Russie et l'extérieur, puisque Mikhail Gorbatchev est très populaire. Je me souviens de ma dernière conversation avec le président français, François Mitterrand. Il était déjà malade. Et ces derniers mots que j'ai entendus dans sa bouche, il a dit « Vladimir, Gorbatchev n'appartient pas au passé. Il appartient à l'avenir. Et je reste persuadé que le message de la paix, le message de l'équilibre des intérêts, le message de la gestion géopolitique, ils sont tellement nuls les gens d'aujourd'hui pour gérer les choses politiques, les choses géopolitiques, mais le message de Gorbatchev de l'équilibre des intérêts, il va revenir. J'ai un autre ami qui était conseiller de Mitterrand, il parle de la nécessité de faire une sorte de l'héritage de la politique gaulo-mitterrandien, il appelle, de Gaulle à Mitterrand. Mais pour vous dire la vérité, Gorbatchev n'était pas obligé du tout de faire ce qu'il a fait. C'est fait par un groupe très Pourquoi restreint. a-t-il fait ce choix ? Ce choix pour des raisons de morale, pour des raisons de l'analyse politique, qui s'est révélée d'ailleurs malheureusement faux, mais le moral et les valeurs ont été... Il a pensé que l'avenir appartient pas du tout au rapport de force, que pour que le monde soit sauvé de l'apocalypse mondiale qui nous attend aujourd'hui, il faut remplacer les rapports de force par la notion de l'équilibre des intérêts. Pour revenir à mes conversations avec Mitterrand, il a toujours préféré cette formule. Elle dit c'est une formule de l'avenir, très prémonitoire. L'équilibre des intérêts sur le plan international, parce qu'on allait tout droit à l'époque vers l'apocalypse, comme aujourd'hui. Il y avait accumulation des armes atomiques, il y avait les rapports, il y avait... aussi le triomphe de la... L'équilibre des pouvoirs, ça peut être l'accumulation des armes de part et d'autre, si c'est équilibré. Bien sûr, l'équilibre de pouvoir, mais avec les armes atomiques, je vous signale que ça va tout droit, malheureusement mal maîtrisé, comme c'est le cas aujourd'hui, on va tout droit vers la guerre mondiale. Alors, en tout cas, c'est l'analyse de Gorbatchev, le premier. Deuxième analyse, c'était une chose erronée. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Il a pensé que s'il ne fait pas des réformes drastiques dans le domaine économique, la Russie peut perdre la rivalité avec l'Occident sur le plan économique. Il faut dire que là-dedans, il a commis des erreurs capitales. Il y en avait deux.
qui a commis. L'erreur principale, c'était quand même le fait qu'il a surestimé l'intelligence occidentale. Il pensait que l'Occident, il va venir, disons, à l'aide de la Russie démocratique, il va aider aux démocrates russes de transformer ce pays, c'est-à-dire il tue le communisme, mais en revanche, l'Occident, il va renvoyer l'ascenseur. Et je porte une grande responsabilité personnelle puisque j'ai présenté les meilleurs de l'Occident, mais l'Occident, ce n'était pas ça. Il y avait les engagements qui ont été pris à l'époque, notamment sur l'élargissement de l'OTAN. Ça n'a pas été respecté à l'époque et ça a engendré la crise actuelle. Mais finalement, la fin et l'erreur de Gorbatchev, c'était qu'il a commis aussi par une sorte de l'idéalisme. Tout d'abord, commençons par une erreur fatale pour sa réputation. Sa femme, il a eu un frère alcoolique, il était absolument allergique à l'alcool et il a interdit l'alcool dans un pays qui a une tradition vraiment de boire beaucoup de vodka. Et quand Gorbatchev il a interdit ça, il était au début populaire. Mais en 86, il a interdit la vodka, c'était terminé. Ça, c'est le premier point. Et deuxième point, ça, c'était encore plus grave. Encore une fois, je porte, on était tous démocrates et amateurs de la liberté, des valeurs de la liberté. Et mon ami, qui était à l'époque le numéro 2 de Gorbatchev, Yakovlev, qui est considéré comme le chef de complot judéo-maçonnique mondial, russe plus que russe, mais l'ami des Juifs. Mais lui, il a lancé une idée, c'était une folie. Il a lancé l'idée de faire élire les directeurs des entreprises par le personnel. Et il a donné à ces directeurs élus, soi-disant, l'autonomie financière dans le cadre de l'économie nationalisée. Et c'était foutu, parce que dès que vous donnez ça aux directeurs des entreprises nationalisées, ils commencent à voler comme des dingues. Et je vais vous raconter comment organiser le vol sans précédent. Presque en Ukraine, peut-être ça existe aussi, mais pas le vol des biens nationaux en Russie, d'Eltsine, de la fin de Gorbatchev, c'est sans précédent. Et ça, c'était une erreur vraiment fatale de la perestroïka. Je vais vous poser une question. Est-ce qu'on aurait pu passer du communisme à quelque chose d'entièrement sain, sans vol, etc. Il y a toujours des étapes à passer. Vous savez, on passe d'un régime à un autre, et il y a des trous noirs, il y a des erreurs. Vous savez, vous posez la question qui me hante la nuit, parce que je porte une responsabilité directe dans cela. Beaucoup de gens pensent que Gorbatchev a outrepassé le mandat que lui a été donné son prédécesseur, qui est mort prématurément, d'ailleurs faisant d'origine juive, encore une fois pour faire plaisir à nos auditeurs, c'était Andropov, qui était d'ailleurs, sa mère était juive, etc. Et il a mandaté Gorbatchev de faire comme les Chinois. Il a dit, vous faites comme les Chinois, vous faites une sorte de transition étape par étape, et vous ne touchez aux choses politiques, et vous touchez seulement à l'économie, vous faites l'ouverture économique. Que l'ouverture économique, mais sans ouverture. Mais c'était quelque chose d'amoral pour nous, parce que les gens qui sont engagés du côté de Gorbatchev, c'était des idéalistes. J'étais idéaliste moi-même, malheureusement pour moi, parce qu'on a pensé de refaire le nouveau monde, pousser vers le monde, vers la liberté, et finalement sans armes, et basé sur les rapports des intérêts, et pas du tout sur les rapports de force. Et comme résultat, nous étions pitoyables, vous comprenez, échoué. Parce que tout d'abord, l'économie qui marchait encore au début de Gorbatchev s'est effondrée, il y avait la pénurie, il y avait le bordel total, et cela rajoute le facteur national, parce que c'est un pays compliqué à gérer. Vous avez raison, il y a une centaine de nations et de nationalités qu'il faut gérer. Il y avait flambée nationaliste, et finalement, flambée nationaliste basée encore une fois sur les frics, parce que toutes ces républiques nationales, je connais vraiment par cœur ça, ils ont été en premier lieu voir l'accès à l'Occident pour fructifier ce qu'ils ont volé dans leur pays. Merci beaucoup Vladimir Fedorovski, donc écrivain russo-ukrainien le plus édité en France, également diplomate et promoteur de la perestroïka, ce qui tombait vraiment bien pour cet épisode. On vous retrouve bien sûr la semaine prochaine sur Radio J.